La mafia, ça fait rêver. Tu peux te construire de zéro, gagner du respect, des femmes, de l'argent, tu vas péter de charisme et personne ne va t'embêter. Du moins, c'est comme ça que ça se passe au cinéma, parce que Hollywood, c'est la glamourisation des gangsters. Ça avait déjà commencé dans la presse des années 1920. Les États-Unis instaurent la prohibition, l'alcool est interdit, donc plein de gens en vendent sous le manteau, notamment le célèbre Al Capone. Il gagne une image de bienfaiteur, presque Robin des Bois, à contre-courant des lois inadmissibles du gouvernement. Ils aiment, ils échouent, ils meurent, il y a de quoi en faire des tragédies grecques, des anti-héros par excellence. Le premier à voir le jour, c'est The Black Hand, un film muet d'une dizaine de minutes. Même si c'est un peu rudimentaire, ça pose les codes qui seront repris par la suite. Le détail de la pratique mafieuse, la question de l'immigration italienne, tout ça, ça vient de là. Que ce soit ce film ou alors ceux qui suivent, pour le public, c'est des shots d'adrénaline. Pendant plusieurs années, les histoires s'enchaînent avant de perdre en popularité à partir de 1940, les méchants devenant petit à petit les Allemands pas contents. Mais alors, comment le genre a fait pour se réinventer? La réponse, elle n'est pas au cinéma, mais sur le petit écran. En 1963, un ex-mafieux du nom de Joseph Valachi donne une série d'entretiens diffusés à la télévision contre une protection du FBI. Tout y est dévoilé, l'existence de la Casa Nostra, le principe des 5 grandes familles avec son fonctionnement, du capot jusqu'au petit larbin qui se charge du racket et de l'extorsion. That you live by the gun and by the knife, and you die by the gun and by the knife. En tout, c'est pas moins de 30 millions d'Américains qui sont scotchés devant leur écran. Et parmi eux, il y a un romancier qui voit l'occasion de raconter une histoire sur une famille qui va marquer le monde, Mario Puzo. À cette époque, il est criblé de dettes et a absolument besoin que son futur livre se vende. Les premiers sont des échecs commerciaux et au prochain faux pas, il devra le payer de sa personne. Donc, s'il veut toucher le public, il doit écrire une histoire la plus réaliste possible, que ses lecteurs aient le même sentiment de découverte qu'avec les entretiens de Valachi. Alors, il cherche, côtoie les bars et les casinos pour rencontrer des mafieux et les observer. Tout est bon à prendre, chaque mouvement ou façon de parler, ça va lui permettre d'étoffer son histoire. Et parmi les anecdotes, il y en a une racontée par un croupier de Vegas qui a eu Puzo à sa table un soir. Ce même soir, un acteur populaire est saoul et incontrôlable dans le hall du casino. Le truc, c'est que personne n'ose aller le voir pour lui demander de se calmer. Enfin, personne, sauf le directeur de l'établissement qui s'approche et lui glisse 2 mots à l'oreille. D'un coup, l'acteur se stoppe. Quand le croupier lui demande comment il a fait, sa réponse est simple. Je lui ai fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. La réplique est parfaite et Puzo la place immédiatement dans son livre. Tellement parfaite qu'elle sera conservée dans l'adaptation pour le cinéma. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Mais ça, on va y revenir. Quoi qu'il en soit, le roman touche à sa fin et il lui manque juste un titre. À l'origine, ça s'appelle Histoire de mafia, mais c'est pas foufou, c'est un peu trop générique. Il le change et opte finalement pour ce qui va marquer l'industrie de la littérature et celle du cinéma par la suite, Le Parrain. Bon, le livre sort et c'est un immense carton. En 2 ans, il s'écoule à presque 10 millions d'exemplaires. L'objectif de Puzo est atteint. Tout le monde est choqué par rapport au réalisme de l'histoire. Un peu trop même. Pour les mafieux, Puzo ne peut être qu'un repenti, quelqu'un qui a décidé de livrer ce qu'il sait aux autorités. Parce que c'est impossible d'avoir autant de détails sans venir du milieu. Et avec un ouvrage aussi précis et accessible à tous, la mafia se retrouve bien embêtée. Eux qui aiment agir dans la discrétion, ça devient compliqué. D'autant plus quand la Paramount récupère le projet et décide d'en faire un film. Pour la mafia, il faut faire capoter le projet. C'est à ce moment-là que démarre l'une des productions les plus difficiles de l'histoire, celle du Parrain contre le Parrain. Quand Paramount obtient les droits, faut comprendre que le studio est au bord de la faillite. Leurs derniers films se sont quasiment tous vautrés, et s'ils veulent continuer d'exister sur le devant de la scène, ce sera grâce au Parrain, rien d'autre. Mais avec 0 thune, ils peuvent d'office faire une croix sur les top acteurs de l'époque. Plutôt que de l'annoncer comme ça, ils le tournent différemment et déclarent que toutes les candidatures seront étudiées, en priorité celles des acteurs italo-américains. Idée plutôt moyenne, parce qu'au final, ce sont des milliers d'acteurs et d'actrices qui défilent dans les locaux de la Paramount à New York et à Los Angeles. Dans tout le pays, le mot est passé, le prochain Michael Corleone peut être n'importe qui. Malheureusement, l'information arrive aux oreilles de la mafia et elle va tout faire pour ruiner le projet. Ça commence avec des alertes à la bombe dans les bureaux, des animaux morts envoyés aux producteurs et des menaces sur leur famille. Ils n'avaient par contre pas prévu de tomber face au mec le plus solide de Paramount, Al Rudy. C'est un jeune producteur et il a été engagé pour faire le film, donc quoi qu'il arrive, ça se fera. Rapidement, les actions sont
sont dirigés contre lui, mais le gars ne bouge pas. Il est menacé dans la rue et est même victime d'une fusillade, mais il s'en tape. À ce moment-là, son seul but était de trouver son acteur principal. Parce qu'entre-temps, le casting se valide peu à peu et la famille Corleone est quasi au complet. En fait, il ne manque plus qu'un rôle, celui de Michael Corleone. Pour Rudy, et avec l'accord de son réalisateur Francis Ford Coppola, le rôle ne peut qu'aller à Al Pacino. C'est le gars parfait, italo-américain, presque inconnu et surtout avec de la gueule. Le genre qu'on n'oublie pas et qui crève l'écran dès sa première apparition. Juste un bémol, Paramount le déteste. En fait, ils sont prêts à tout pour ne pas tourner avec lui, justifiant qu'il est trop petit ou pas assez charismatique. Pour les directeurs du studio, le rôle doit aller à Jack Nicholson ou Alain Delon, qui à l'époque est pote avec le directeur de la production du studio. Se dire qu'on aurait pu avoir un Michael Corleone campé par Delon, c'est assez intriguant, mais en même temps, on ne remerciera jamais assez Rudy d'avoir fait pression. Paramount accepte finalement Pacino. Juste un problème, lui, il pensait pas avoir le rôle, et il s'est engagé avec un studio concurrent. Et bien sûr, quand ils appellent pour engager les négociations, ils se prennent un grand non au visage. La vraie raison, c'est que pour le concurrent, c'était un régal de voir la Paramount en galère et la voir disparaître petit à petit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, si Paramount est en conflit avec la mafia, eux aussi ont le bras long. Ils emploient Sidney Korshak, un ancien homme de main d'Al Capone, aujourd'hui avocat de la mafia de Chicago, un fixeur qu'on contacte quand on doit régler un problème. Il décroche son téléphone et appelle le directeur de la MGM, qui était à Las Vegas pour la construction d'un énorme complexe hôtelier. Vous êtes en train de construire un sacré hôtel. Vous aimeriez le finir ? Une phrase. Il lui a suffi d'une simple phrase pour récupérer Pacino, pourtant sous contrat avec l'un des studios les plus importants de l'époque. Ironie du sort, MGM remplace Pacino par un autre jeune acteur qui jouera 2 ans plus tard aussi dans Le Parrain. Ça, c'est une autre histoire. Eat. You wanna go eat? Mais revenons à ce qui nous intéresse. Le casting est enfin bouclé et le tournage peut commencer. Pour plus de réalisme, pendant des semaines, l'équipe a bataillé pour pouvoir tourner à New York. Sauf que quand ils y arrivent, en fait, ils ont plus de décor. Sur les 62 lieux de tournage qui étaient prévus, tous se sont désistés. À chaque fois, c'est la même chose. Les établissements sont affiliés à la Ligue de défense des droits civiques italo-américains. Cette ligue, elle a été créée par Joe Colombo, un immigré italien qui veut qu'on arrête de stigmatiser son peuple. À chaque fois qu'un délit est commis dans le pays, on accuse les Italiens. Une belle initiative, sauf que Joe, dans l'ombre, c'est aussi le chef de la famille Colombo, l'une des 5 qui règne sur New York. Avec un pied dans la politique et le crime organisé, ça en fait l'un des hommes les plus puissants de son époque. Capable de faire pression sur le procureur général de la justice américaine pour empêcher la publication d'un livre, ou bien de faire retourner des publicités qu'il juge offensantes envers sa communauté. Quand il a su que le film allait être tourné à New York, il organise un gala de charité avec Frank Sinatra en tête d'affiche, où l'intégralité des fonds serait utilisée pour empêcher ça. Ouais, c'est ce niveau de rageux. Oui, c'est contre ce gars-là que se battent Paramount et Al Rudy. Tant que Colombo sera contre eux, c'est peine perdue, il faut négocier. Au terme d'une réunion entre les deux hommes, ils parviennent finalement à un arrangement. Colombo est prêt à laisser le film se faire dans sa ville, mais à 2 conditions. 1. Les bénéfices de la Première Mondiale seront renversés à un hôpital financé par la Ligue. Et 2. Le film ne devra mentionner en aucun cas les mots mafia ou Cosa Nostra. Pour Rudy, c'est parfait. La deuxième condition n'en est pas une, parce que avant modification, le mot mafia n'apparaissait qu'une petite fois dans le film. Et juste avant de se quitter, Colombo glisse dans une dernière clause que tous ces hommes qui le veulent soient présents dans le film. C'est comme ça que dans la séquence d'ouverture, bon nombre des invités du mariage sont en réalité des vrais mafieux. Carlo Rezzi, le beau-frère des Corleone, est interprété par Gianni Russo, un homme de main de Colombo, qui selon ses dires a déjà tué plus de 3 personnes. Pareil pour Luca Brasi, l'homme de main du Don, qui est en réalité interprété par Lenny Montana, ancien garde du corps de Joe. Après avoir placé la plupart de ces hommes à l'écran, Colombo propose à Rudy un dernier entretien, pour annoncer à tous que la Ligue se range derrière la production du film. Sauf que quand Rudy se pointe, il a face à lui quasiment tous les journaux du pays et plusieurs chaînes de télévision. Trop tard, le mal est fait, tous les médias parlent d'une alliance entre Paramount et la mafia. Et Colombo a gagné.
L'art de créer un problème et de le résoudre par soi-même. Cette alliance, c'est horrible pour Paramount parce qu'aux yeux du monde, ils pactisent avec des criminels. Mais de l'autre côté, impossible de se retirer du deal sans conséquence. Le tournage commence dans des conditions affreuses, mais heureusement, le vent va tourner. Le jour où il tourne la séquence où Michael commet ses 2 premiers meurtres, Columbo tient une marche en faveur de la Ligue à quelques rues. Même si c'est un homme puissant, son comportement ne plaît pas à tous ses collaborateurs. S'afficher autant, c'est afficher la mafia aux yeux de tous, et donc, ce qui devait arriver, arriva. Un homme sort de la foule, prend son arme et tire 3 balles qui atteignent Columbo au visage et dans le cou. Il est emporté d'urgence dans un de ses hôpitaux, mais reste paralysé à vie avant de mourir d'une crise cardiaque quelques années plus tard. Cette tentative d'assassinat, c'est un gros relâchement de la pression sur Paramount. Du jour au lendemain, la famille Columbo s'occupe de venger leur chef et le tournage peut reprendre dans les conditions normales. La suite, vous la connaissez, le film sort en salle en 72 et c'est un immense succès. Chaque jour, ce sont des milliers de spectateurs qui patientent dans des queues interminables pour espérer voir ce qui va devenir un des films les plus cultes du cinéma. Et la mafia dans tout ça? Eh bien, quand le film sort, ils sont étonnés de ne pas être invités. Parce que c'est vrai ça, quand on sort un film sur l'armée ou la marine, les concernés sont toujours là et on leur donne les meilleures places. Pour pallier à ça, Ruddy organise une séance spéciale, privatisée pour les grandes familles mafieuses new-yorkaises. Dans ses mémoires, il déclare n'avoir jamais vu autant de limousines que ce soir-là. Tout le gratin était de sortie et le plus fou, c'est qu'ils ont adoré le film. Après la projection, certains sont allés jusqu'à donner 1000 $ de pourboire aux projectionnistes et Ruddy a même surpris certains des gangsters en train de réciter des répliques du film. Mais attendez, c'est pas fini. Vous vous souvenez de Sidney Korshak? Oui, celui qui a mis la pression au patron de MGM pour permettre au film d'exister. Et en mettant le pied là-dedans, Hollywood avait fait une grosse erreur, car il venait de faire naître l'homme qui contrôlait Hollywood. Car oui, toute une industrie a fini par être contrôlée par la mafia. Avec une stratégie toute simple, avoir dans sa poche les syndicats des travailleurs. T'es un patron et t'obéis pas, grève générale. Tu veux recruter de la main-d'œuvre? Va falloir payer cher. Les studios de cinéma étaient coincés, et au centre de tout ça, Sidney Korshak. Le plus fou, c'est qu'à l'époque, personne ne sait vraiment qui c'est. Il est plus discret qu'une ombre, pas de bureau, pas de secrétaire ou de carte de visite. Il ne téléphone qu'avec son propre appareil. Son nom n'apparaît quasiment jamais dans les contrats ou actes de propriété, c'est toujours celui d'une marionnette qui se fera coincer à sa place si ça se complique. Et en plus, leur affaire est tellement bien huilée que ça se compliquera jamais, et ça pendant près de 50 ans. En parallèle du contrôle des syndicats, la mafia exporte à Los Angeles une entreprise fondée quelques années auparavant, la Music Corporation of America. À l'origine, la MCA s'occupe des contrats d'artistes qui jouent dans les clubs de Chicago. Mais rapidement, ils étendent leur activité et deviennent des agents artistiques dans tous les domaines culturels. Théâtre, radio, cinéma. En gros, si vous avez besoin d'un comédien, il faut passer par la MCA et payer Korshak. Le monopole est total, et ça reste comme ça pendant des années, jusqu'à la démocratisation de la télévision, quand les lieux culturels se vident doucement. Ça peut sembler être un problème, mais pour Korshak, c'est surtout une opportunité en or de se faire encore plus de fric. Parce qu'aux activités déjà présentes de MCA, il décide d'ajouter celle de production de contenu. Et voilà comment être en même temps au four et au moulin. Peu importe ce que vous regardiez, à la télé ou au cinéma, Sidney Korshak était derrière. Et forcément, l'État va y mettre son nez. Aussi bon avocat qu'est Korshak, il ne peut rien faire face à la loi antitrust. Une loi qui empêche toute entreprise d'abuser de sa position dominante. Korshak ne peut donc pas être à la fois producteur et agent pour bénéficier des meilleurs prix des deux côtés. Il va donc mettre en place un plan diabolique. Vu qu'on l'empêche de produire ses émissions au prix qu'il veut, il va voir le représentant du syndicat des acteurs pour lui proposer un deal. En échange d'un pourcentage des recettes, le représentant doit convaincre ses comédiens affiliés de tourner seulement pour MCA, malgré des cachets très faibles. Il se justifie en expliquant qu'avec la crise de la télévision, s'ils veulent tourner, ils n'ont pas le choix. Il y a juste un détail qu'il oublie de préciser. Chez les autres producteurs, les salaires sont bien plus élevés, près du double ou du triple des fois. Ah, et au fait, c'est qui ce représentant? Parce que pour l'instant, c'est qu'un acteur de seconde zone, mais son nom ne vous est pas inconnu. Ronald Reagan. Cet accord passé entre Korshak et Reagan, il est connu aujourd'hui sous le nom de Blanket Waiver. Mais à l'époque, c'est resté secret pendant plus de 10 ans. 10 ans à manipuler toute une industrie sans que personne ne dise rien. 10 ans pour placer la MCA comme une des entreprises les plus puissantes du monde. Sans compter qu'au même moment, Korshak rachète Universal, déjà l'un des studios les plus actifs de l'époque. Mais il veut aller encore plus loin.
Après l'assassinat récent du président Kennedy, ce serait bien si à la tête du pays pouvait se trouver quelqu'un de pas trop contraignant, le genre qui ferme les yeux. Et c'est comme ça que dans les années qui suivent, Korczak va financer la campagne de Reagan, qui sera d'abord gouverneur de Californie avant d'atteindre le poste suprême en 1981. Et étonnamment, quand Reagan arrive au pouvoir, c'est à la même période que les enquêtes du FBI et autres instances concernant le crime organisé sont déclarées close. Évidemment, Korczak n'est pas l'unique raison de la présence de Reagan à la Maison-Blanche, mais c'est certain qu'il y a contribué et que ça a servi ses propres intérêts. Mais revenons un peu au cinéma. Quel genre d'influence il a Korczak ? Eh ben par exemple, quand le producteur des premiers James Bond lui demande un casino pour son film Les Diamants sont éternels, Korczak lui prête le sien, mais en échange, il place sa compagne dans le rôle principal féminin. Quand son ami Frank Sinatra, au plus bas, dépressif drogué, lui demande de l'aide, il lui suffit d'un coup de fil chez Columbia pour lui obtenir l'un des rôles principaux dans le film tant qu'il y aura des hommes. Rôle qui relance sa carrière avec un Oscar. Des histoires comme ça, il y en a des dizaines, mais on ne les connaîtra jamais. Korczak est tombé malade sur la fin de sa vie, victime d'une forme d'Alzheimer avancée. Malgré tout, son héritage, c'est aussi des avancées qui ont donné le cinéma d'aujourd'hui. Par exemple, il a fondé le Cinema International Corporation, un dispositif de distribution de films pour Universal et Paramount. L'idée, c'est de faciliter l'envoi de leurs productions dans tous les cinémas à travers le monde. Ça peut sembler évident, mais pour l'époque, c'est révolutionnaire. Et bon nombre de studios suivent le mouvement en copiant le modèle. Aujourd'hui, son nom est quasiment inconnu du grand public, mais un projet de série autour de son mythe pourrait changer la donne. Avec Jonah Hill dans le rôle phare, on peut espérer une nouvelle version de l'univers mafieux, portée avant tout par la négociation et l'art de régler les problèmes. Ok, mais toute cette histoire, c'est arrivé il y a des années. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus de bons films de mafia ? Le Parrain, Les Affranchis, tout ça c'est sorti il y a plus de 30 ans, et pour beaucoup, c'est impossible de retrouver le même niveau. Sauf que, ça, c'est faux. Chaque année, les cinéastes se réapproprient le genre. Et si on arrête une seconde de lire les avis Allociné, on peut facilement trouver quelques perles rares. There's only one rule in this f***ing jungle. When the lion's hungry, he eats. Maintenant, c'est vrai que l'âge d'or du film de mafieux est derrière nous, et la principale raison, c'est que la mafia elle-même, aujourd'hui, elle est beaucoup moins présente. Dans les années 80-90, la justice américaine profite de la loi RICO pour faire tomber des organisations tout entières. En fait, avec cette loi, il suffit d'attraper un seul criminel pour pouvoir coffrer tous les autres sans motif particulier. Et pour dissuader ceux qui sont toujours en liberté, les peines de prison sont très lourdes, souvent plusieurs dizaines d'années. Résultat, beaucoup de mafieux ont peur et préfèrent balancer leurs collègues contre une protection fédérale plutôt que de finir à l'ombre. Ça, avant, c'était impensable. L'omerta, le code d'honneur et du silence a disparu, entraînant avec lui la fin d'une époque. En parallèle, l'industrie hollywoodienne s'est aussi adaptée pour éviter de revivre le même schéma. Aujourd'hui, les audits financiers sont ultra présents dans les studios, tout écart qui serait inhabituel et contrôlé, tout ça pour empêcher le blanchiment ou l'extorsion de fonds. Maintenant, est-ce que cette image qu'a donnée Hollywood et le cinéma autour de la mafia est une bonne chose? Pour beaucoup, tout ça relève du mythe. Quelque chose qui n'existe plus, mais qui a marqué l'histoire, souvent pour aider le plus faible. C'est pour cette raison qu'ils sont adulés, élevés au rang de stars. Pourtant, le crime organisé est bien loin de tout ça. Les histoires de clans sont bien réelles, mais c'est à l'opposé de l'image bienfaiteur qu'Hollywood nous a montrée. La réalité, c'est que ces organisations détruisent la vie des locaux, leur faisant vivre un enfer. Récemment, des voix s'élèvent pour lutter contre ce fléau. Le maire de Naples a protesté contre la série Gomorrah, qu'il qualifie de lavage de cerveau pour la jeunesse. En Sicile, où le peuple se soulève pour lutter contre la criminalité qui ronge leur île. En fait, c'est assez délicat comme sujet, parce que à l'image des séries sur les tueurs ou les trafiquants de drogue, pour faciliter la narration, les personnages sont édulcorés. C'est plus facile de suivre pendant 10 épisodes quelqu'un qui nous semble plutôt bon qu'un horrible salaud sans cœur. Il faut donc être capable de prendre ses œuvres avec des pincettes, savoir différencier le vrai du faux et ne jamais oublier ce qui s'est vraiment passé. Parce que bien loin de l'image des Robins des Bois voulus par Hollywood, la mafia est un fléau toujours actif. Chaque année, ce sont des centaines d'innocents qui sont éliminés, des régions entières paralysées qui vivent dans la peur des représailles. Est-ce que ça vous fait toujours rêver maintenant ?